une porteuse de lumière et au meilleur sens du terme. Alors, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on sent, je parlais de convergence tout à l'heure, c'est tout à fait cela, puisque les meilleures intentions du monde sont exposées. Quand vous parlez de parité, bien évidemment, tout le monde pense parité entre l'homme et la femme, c'est merveilleux, etc. Le partage des tâches, mais c'est pas du tout ce que l'on nous présente. Là, c'est le côté enjolivé des choses. En fait, cette parité, on sait très bien ce que c'est. Ça a souvent été exposé. Enfin, on sait qu'aujourd'hui, la femme au travail fait 3 journées dans sa journée. Bon, elle est bien évidemment au travail, d'accord, et ça c'est nécessaire, car aujourd'hui, le salaire de l'homme à la maison ne suffit plus à nourrir la famille. On nous rabat les oreilles, et très justement d'ailleurs, en déplorant les 5 millions de chômeurs que nous avons, et les chiffres sont certainement très faux, mais peu importe. Oui, on nous parle de ces 5 millions de chômeurs, certes, mais dans le même temps, a été créé 13 millions d'emplois féminins. Alors, il ne s'agit pas, on va nous prendre pour d'affreux réactionnaires, naturellement, on nous le dit d'ailleurs. Réagissons. Voilà, le ministre nous dit que nous ne sommes que des réactionnaires, très bien. Et bien, en attendant, il se trouve que la femme au foyer, lorsque c'est son choix, il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit, mais lorsque c'est son choix, eh bien, elle peut élever correctement ses enfants dans la conception de la vie qu'elle va avoir. C'est suspect, très drôle. Mais c'est pire que ça, c'est condamné, carrément. Ce qui est très drôle, monsieur Rochard, je voudrais vous donner là, à partager avec moi l'expérience des JRE, c'est que les premières familles nombreuses, extrêmement nombreuses, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, le premier jour qui ont fait la JRE, provenaient de familles où la maman était forcément à la maison. C'est pour ça que ces mamans-là, dont on a dit qu'elles cédaient à une espèce d'émotion incontrôlable, n'ont en fait réagi et n'ont fait réagir en elles que leur instinct maternel. Et cet instinct maternel-là, on l'a tout de suite dégradé en disant sentiment émotif d'illettré de banlieusarde. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit. 1920. Alors qu'en vérité, nous avions affaire à des femmes qui nous ramenaient encore quelques règles de fonctionnement familial traditionnel où la maman étant à la maison, elle a pu du jour au lendemain, à l'appel qui a été le nôtre, immédiatement garder les enfants à la maison pour pouvoir en effet construire ce mouvement populaire et familial. C'est pour ça qu'il faut éradiquer les mères à la maison. Si vous prenez les classes sociales, les classes moyennes où les mamans étaient au travail, la réaction n'a pas pu être celle-là tout de suite, et il faut effectivement mettre en place tout un armada très compliqué pour retenir les enfants à la maison une journée par mois, et c'est la raison pour laquelle on le voit là très clairement qu'il faut envoyer les femmes au turbin. Et je dis maintenant, c'est l'un des mots d'ordre de notre action, que la théorie du genre qui avance donc au nom de l'égalité, c'est comment pourrir les gosses pendant que les parents bossent. C'est tout à fait ça. Alors un auditeur d'ailleurs nous signale, ce qui est tout à fait vrai, en 1950, autant des systèmes sélectifs, 25% des élèves de l'école polytechnique provenaient des classes moyennes. Avec l'enseignement laxiste, il n'y en a que 9% aujourd'hui qui proviennent de ces classes. La cause est la politique de la grande bourgeoisie. Oui, ça on pourrait encore. Mais de toute façon, on a l'habitude des chartes dégoulinantes d'humanisme, de jolies choses. Si vous prenez la charte de l'ONU, c'est magnifique. La charte de l'OMS, c'est magnifique. La charte de l'OMC, magnifique. Le FAO, c'est magnifique. Mais après, qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'est-à-dire, c'est une façon de nous faire passer la pilule. Et puis le vocabulaire même aujourd'hui est tronqué, enfin, etc. Enfin, galvaudé. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, dans cette fameuse loi sur l'égalité, on supprime la notion de bon père de famille. Ça exprime bien quelque chose de tout à fait clair. C'est-à-dire que le bon sens du père de famille qui dans la le conception, transmetteur, je dirais. Vous savez ce qui s'est passé à l'école, c'est ça. Lorsqu'en 1989, Jospin nous est arrivé avec sa nouvelle loi d'orientation, c'est ce qu'il a voulu détruire, la transmission. Donc tout ça est tout à fait cohérent, tout ça poursuit un chemin tout à fait balisé. Évidemment, il n'en dépend que de nous aujourd'hui, que nous nous y associons ou que nous résistions. Moi, j'appelle toujours, je peux pas faire autrement en étant à ce micro comme à d'autres micros, j'appelle les parents à réagir, mais vraiment de manière déterminée. Je sais que la peur peut saisir les ventres et les esprits et les cœurs, mais franchement, l'enjeu actuel auquel nous sommes soumis doit renverser toutes les peurs irrationnelles. Sachez, parents de France, sachez qu'ils ne peuvent rien
en vérité que toutes les lois sont encore pour nous, que nos enfants sont encore sous notre autorité, que la Constitution, que l'éducation nationale même elle-même avec toutes ses ressources de mammouth ne peut absolument rien contre un parent qui a décidé de sauver son enfant, et que je dis toujours que face à ce que subissent des enfants de par le monde, dans des situations autrement plus cruelles que les nôtres, il est quand même important aujourd'hui que face à des pressions finalement qui ne sont que psychologiques, que nous décidions d'affronter l'institution pour sauver nos enfants, car sans nous, sans les parents, personne ne défendra les enfants. Qui est mieux placé que le père ou la mère pour le faire? Qui? Pas l'institutrice, qui elle-même, quand elle opère ses représailles à l'école, oublie que par ailleurs elle est une mère. C'est-à-dire que l'institutrice ici, l'inspecteur et le directeur d'école, est en train de scier la branche sur laquelle son enfant est assis. C'est vraiment abominable. Madame Elgoul, vous savez très bien que ce sont les consignes de l'inspection de l'éducation nationale, puisque je me suis entretenu un jour effectivement avec à la fois des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspectrices et des professeurs. Et je reprochais à des professeurs un certain nombre de choses. Je pense, enfin très courtoisement, très respectueusement, mais enfin je leur disais quand même un certain nombre de choses qu'un parent avait le droit de leur dire. Et il m'a été répondu, et je les prenais à témoin en disant, mais enfin vous-même, madame qui êtes professeur, vous êtes mère. Enfin comment pouvez-vous tolérer ce genre de choses, etc. Et l'inspecteur, à ce moment-là, prend la parole, nous étions à l'extérieur, coupe ce professeur qui allait répondre en disant « Ah non, passez cette porte, elle n'est plus mère de famille. Elle est professeure. Là, on voit bien où est le totalitarisme et le fascisme, il me semble. Voilà. De quel côté. Et donc, elle avait des consignes à appliquer, et elle appliquait ces consignes. Alors, évidemment, lorsque c'est le grand principe révolutionnaire, c'est de dissoudre absolument, de faire des schizophrènes, de faire des schizophrènes. C'est-à-dire que vous êtes croyant dans votre salle de bain, et quand vous passez dans le salon, vous êtes autre chose, et quand vous sortez au travail, vous êtes encore autre chose. Vous êtes littéralement saucissonné. Vous n'avez pas une existence intègre. Vous ne menez pas d'existence intègre. C'est pour ça qu'il n'est pas du tout étonnant aujourd'hui que, effectivement, à l'école, on s'attaque à la pudeur et à l'intégrité des enfants. Enfin, c'est-à-dire ce système tient aussi sur deux choses, et c'est pareil pour la santé, hein, pour les vaccinations, etc. C'est la peur et la propagande. C'est-à-dire que il faut à tout prix que les gens, que tout le monde se réveille et se dise que la propagande c'est pas une information et que la peur elle est irraisonnée, comme tu viens de le dire. Bon, d'accord, c'est pas agréable, ils subissent des pressions, on en subit tous, mais d'un autre côté, je veux dire, si ton gamin est prêt de se faire empoisonner, ou que ce soit moralement ou physiquement, l'enjeu est quand même beaucoup plus grand. Je pense qu'il y a une erreur fondamentale qui a été commise. Oui, je pense qu'il y a une erreur fondamentale qui a été commise par les autorités, c'est de croire qu'ils pouvaient faire passer ce truc-là sans que les parents réagissent. Bon, moi, je voudrais faire référence à un précédent que j'ai bien étudié, qui est celui des enlèvements d'enfants à Paris en 1750. En 1750, entre novembre 1749 et mai 1750, des enlèvements de personnes avaient lieu comme ça subrepticement dans la rue. Au début, on prenait des gens qui n'avaient pas trop de liens, par exemple des jeunes domestiques qui arrivaient de la province et qui prenaient des meublés en attendant de trouver une place. Ils disparaissaient, on savait pas où ils passaient. Et les gens ne pouvaient pas réagir, enfin ne réagissaient pas. Et petit à petit, on s'est mis des gens qui étaient payés pour ça. C'était la police, mais c'était une espèce de police parallèle. Hein. Les policiers, les agents, les commissaires de police du Paris de Louis XV n'étaient pas des gens à tremper dans ce genre d'horreur, mais le lieutenant général de police avait mis sur pied toute une escouade de gens qu'il payait à la pièce pour enlever des enfants. Et les autorités de l'époque ont pu croire qu'ils allaient réussir et que ça allait passer. Et j'ai lu un certain nombre de textes qui ont été écrits notamment par le lieutenant général de police de l'époque qui disait enfin lui ou d'autres, les gens croient qu'on enlève mais ça va passer, ça va se tasser. Enfin, il y avait une espèce de mépris pour le populaire qui consistait à dire ils ont beaucoup d'enfants, on en retire un, mais ça a été un soulèvement. Ça a été un soulèvement. Au début, c'est un peu ce qui s'est passé, les gens étaient isolés les uns les autres. Vous aviez notamment une femme, on est venu chercher, on est venu plusieurs fois l'embêter chez elle en lui disant votre gamin, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, il s'est disputé, enfin. Et puis un jour, la police est venue chez elle le soir, pendant qu'elle dormait, on l'a fait relever du lit, on a fait relever le gamin et on a enlevé son gamin. Et c'est la police qui est venue de l'enlever. Et cette femme
que voulez-vous qu'elle fasse? Elle était seule, elle était veuve, elle élevait son enfant seule, elle subvenait à ses besoins, elle l'envoyait à l'école, et elle s'est démenée absolument partout. Alors on a son témoignage intégralement, on a tous les témoignages de cette femme, et vous avez des dizaines et des dizaines et des dizaines d'autres cas qui se sont faits comme ça individuellement, et à un moment donné, ces cas se sont retrouvés c'est pas la rumeur, mais l'information de ces enlèvements et de l'aspect absolument tragique de ces exactions policières a fini par rejoindre suffisamment de personnes à la fois, et il y a eu une première émeute, il y en a une deuxième, il y en a une troisième, jusqu'à ce que une espèce de soulèvement généralisé se fasse, pas généralisé, mais un soulèvement très très massif, massif, violent, sanglant, s'est fait en 3 jours, je crois que c'était les 22, 23 et 24 mai 1750, et là, le gouvernement a plié, les enlèvements d'enfants ont cessé, et la plupart de ces parents ont pu retrouver leurs enfants. J'ai suivi le destin de ces enfants à partir des registres d'entrée dans l'institution qui les avait, entre guillemets, mis à l'abri, en fait, où ils avaient été enlevés, et ça a été une affaire absolument terrible, qui a montré que, d'une part, les autorités ont cru qu'on pouvait s'attaquer aux enfants sans que les parents réagissent, en quoi ils ont fait une grossière erreur, et où les parents ont compris et où ils ont senti leur force quand, s'y mettant tous ensemble, on leur rendait leurs gosses. Donc là, c'est un exemple. C'est ce que j'ai raconté dans le livre que j'ai écrit, La Marche Rouge. Alors, je suis pas la première personne à m'être intéressée à ces enlèvements d'enfants. Il y a plusieurs historiens qui s'étaient penchés sur le sujet, mais je suis allé vraiment, j'ai voulu aller au bout de ce récit, et de voir, enfin, je comprends que derrière tout ça, vous aviez les Lumières qui poussaient à réduire l'esclavage, parce que les esclaves dans les îles, tout ça finissait par devenir trop cher. Donc si on prenait les enfants dans les hôpitaux, ça serait pas plus mal. Au lieu de faire du trafic d'esclaves, il y avait qu'à faire de l'élevage d'enfants. C'est ça. Voilà, il y avait quelque chose comme ça. Donc le message que je voudrais faire passer là-dessus, c'est que ce qui me semble, moi, et le succès de Farida, que je soutiens vraiment de tout mon cœur, me semble une illustration de ça. Il faut pas toucher aux enfants. On vole les gens, on leur ment, on les envoie à la guerre, on les fait tuer. Ils supportent. On touche à leurs gosses, ils supportent plus. Soulèvement généralisé. Ne touchez pas aux enfants. Malheur à celui par qui le scandale arrive. On ne touche pas aux enfants. Vous savez, c'est la raison qui a déclenché le phénomène des boat people en Asie. Ah, je ne savais au Vietnam. C'est lorsque le gouvernement vietnamien, dans les années 75, juste après la pseudo-libération de Phnom Penh et de Saigon, dans les années 75-80, a décidé que les enfants des personnes, des familles qui n'adhéraient pas au parti, parce que finalement il y avait assez peu d'adhésion, seraient enlevés aux familles et seraient élevés dans des camps. Et les gens sont partis comme un seul homme. Les gens sont partis à la nage. On ne touche pas aux enfants. Le HCR pense qu'il y a eu 1 200 000 morts. C'est-à-dire que, alors là, c'est un échec cuisant, considérable, énorme. Mais tous les réfugiés qui ont réussi à s'en sortir, aujourd'hui, sont accueillis à bras ouverts par un régime qui a bien besoin des devises qu'ils rapportent. On les appelle les vietieux. Alors, faudra-t-il en venir à cette fuite massive des familles françaises? On ne le souhaite pas. Il faut se battre, évidemment, ici, en ce moment. Je me permets de vous donner, parce que les messages sont... Est-ce que je peux dire quelque chose sur la question de fuir la France? Il faut rester. Il faut rester et se battre, parce que, comme je le dis souvent ces derniers temps à propos de ce mouvement que j'anime là, des journées de retrait de l'école, il faut comprendre que si la France perd, le monde entier perd. C'est-à-dire que nous restons quand même dans un pays qui est un modèle, et si aujourd'hui nous sommes capables de remporter une victoire décisive dans ce domaine, les autres pays suivront, voire même des pays seront épargnés alors qu'ils sont dans le plan. Et vraiment, je rappelle encore une fois que la peur qui peut nous saisir en tant que parents face à l'institution n'est rien à l'aune de ce danger qui est aujourd'hui une menace épouvantable qui pèse sur nos enfants. Mais vous avez parfaitement raison, madame. N'oublions pas que la France, qui est évidemment, comme chacun sait, de culture et de civilisation gréco-judéo-chrétienne, ce que nos gouvernements refusent de reconnaître, y compris dans les textes, est fille aînée de l'Église. Exactement. Et qu'à ce titre, elle a effectivement une mission sacerdotale à tenir. Alors on y croit pas, c'est toute l'histoire qui nous le démontre. Non mais moi j'y crois. Et je pense que la France doit en effet être fidèle à son baptême. La France a été
a péché scandaleusement par la révolution dite française, c'est la France qui doit remettre en ordre la civilisation mondiale contre les grandes les grands trucs, l'ONU et tous ces machins qui sont en train de tenter de détruire ce qu'est la réalité humaine. Ils sont en train d'installer le chaos pour pouvoir gouverner par le chaos. Et ce qui est très intéressant lorsqu'on va sur la ligne Azur, c'est que le logo de la ligne Azur, quand on a enquêté, mon équipe et moi, sur ce logo de la ligne Azur, on s'est rendu compte qu'il était totalement inspiré de l'étoile du chaos qu'on peut trouver sur Wikipédia. Donc là, on est en plein dedans. Voilà. C'est-à-dire que, en effet, l'objectif, c'est de créer le chaos et grâce à ce chaos, de pouvoir, croit-il, un pouvoir définitivement installé. Tout à fait. C'est déboussoler ontologiquement l'être humain sur sa propre terre. Alors, nous sommes à l'écoute, vous êtes, chers auditeurs, à l'écoute du livre-journal des auditeurs de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Je reçois dans cette émission Madame Farida Belgoul, Madame Marion Sigaud et Claire Sévrac. Et un auditeur nous dit très gentiment, d'ailleurs, l'émission de ce soir fera date à Radio Courtoisie. Les vérités que l'on entend est un honneur pour ces trois femmes à l'antenne. Merci, mesdames. Merci. Évidemment. On nous dit... au nom de l'égalité homme-femme, que Monsieur Payon donne l'exemple, qu'il se fasse mettre enceinte, qu'il allaite l'enfant. Oui, enfin, de toute façon, tout ça. D'ailleurs, c'est les caches qu'ils mettent en place. Pendant qu'ils retirent aux parents leur rôle de parents, ils font passer des lois pour que les pères aient des congés de maternité, pour des trucs dont. Oui, mais vous avez vu la perversité de cette loi, qui consiste à diminuer le congé à partir du moment où la parité n'est pas assurée dans le congé. Je suis désolé. Ma femme a eu la joie d'enfanter et elle était un tout petit peu plus fatiguée que moi après son enfantement. Elle avait donc besoin, et mes enfants avaient besoin d'une maman plus que du papa qui, lui, s'occupait des décisions, des choses administratives. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas l'affection du père, naturellement. Ne faites pas de concession, monsieur Rochard. Bon, allons-y droit. Voilà. Droit. En attendant, un enfant, il a besoin de sa mère. Voilà, point barre. Oui, on me demande si j'ai en mémoire le sketch de Maurice Sorg. Maurice Sorg que je connaissais. Oh là là, c'était un grand ami de mon beau-père. Bref, de Maurice Sorg sur l'éducation sexuelle et qui traitait de tous ces problèmes. Les parents... Ah oui, alors ça, nous allons en évoquer tout à l'heure. Je continue. L'égalité est devenue l'égalité dans le pourrissement généralisé et organisé à partir de l'enfance. Je pense qu'on l'a suffisamment mis en lumière. Il faudrait remettre... je lis mal la chanson de Guy Béard, on est bien dans les bras d'une personne du sexe opposé. Ah oui, elle est belle cette chanson. Marion, tu vas nous la chanter. Oui, à l'intention de Madame Belgoul, je vous rappelle la formule des frères Goncourt: l'égalité est la pire des injustices. C'est évident. Un monde d'égalité, d'abord ça n'existe pas. Il suffit d'avoir un peu le sens de l'observation, puis ensuite, qu'est-ce qu'on s'embêterait si nous étions tous égaux? Enfin, je veux dire, voilà. Non, mais je pense pas que Madame Belkacem y croit non plus. Je ne suis pas l'égale de Madame l'uniformisation des choses. C'est comme ça qu'elle moi, je leur propose, pour être égaux, j'échange mon livret de caisse d'épargne contre le leur. Soyons égaux. Enfin, c'est une plaisanterie, bien sûr. Une théorie a comme boussole la recherche de la vérité. Une idéologie est une construction conceptuelle et collective de lutte nihiliste de l'ego contre ce qui est. Celui qui est, c'est Dieu. Voilà. Oui, je préfère effectivement qu'on utilise bien le terme d'idéologie du genre plutôt que de théorie du genre, car cette idéologie n'a aucun fondement scientifique et que une théorie, par définition, c'est effectivement quelque chose qui est théorisable. Or, en fait, cette idéologie ne l'est pas. Mais pour beaucoup de gens dans le peuple, le mot de théorie est plus accessible que celui d'idéologie. Donc c'est la raison pour laquelle nous, par commodité, pour les besoins de la mobilisation, on l'a pris. C'est évident qu'il s'agit d'une idéologie. Sauf que... Ceci étant, les théories se succèdent les unes aux autres, s'infirment les unes aux autres. Ça peut être une théorie un jour et le lendemain, un Kleenex à jeter à la poubelle. On en a vu d'autres des théories partir dans les oubliettes de l'histoire intellectuelle. Donc mais soyons très vigilants sur le vocabulaire que nous employons.
employons, car n'oublions pas, Claire Séverac nous le rappelait tout à l'heure, n'oublions pas que tous les textes de l'ONU, de l'OMS, enfin, etc., utilisent un vocabulaire châtié, un vocabulaire riche, un vocabulaire pour nous présenter des choses éminemment positives, alors qu'on sait que l'intention qui est derrière est profondément malsaine et profondément perverse. Un auditeur. Merci aux combattantes pour leur travail et pour leur ton. Enfin, au niveau de ce qui se passe, faire interdire la théorie du genre, introduite sans réaction sous Sarkozy déjà, ce qui est tout à fait exact, ce serait très bien. Mais combien d'autres aberrations ne sont-elles pas véhiculées depuis des décennies, et pas seulement en histoire? La dernière proposition UMP, interdiction et grave réduction de l'école à la maison, indique la tendance. L'interdiction des écoles hors contrat est à l'horizon, et on ne peut guère compter sur quiconque dans la caste politique pour s'en inquiéter. Dans ces conditions, les gens du retrait ne pensent-ils pas qu'il serait urgent de commencer à mettre en relation de proximité sur le terrain les familles désireuses de conserver leurs droits à l'éducation de leurs enfants pour un réseau réel et pas seulement sur le net avec quelques centaines d'écoles? Réseau d'individus et de familles. On est déjà en contact. Moi, je suis moi-même une mère scolarisant les enfants à la maison. Mes enfants ne vont pas à l'école. Donc, évidemment, j'ai le réseau qui est, entre guillemets, à ma disposition. Ce réseau, il est aussi complexe. Hein. Vous avez dans le réseau de l'instruction en famille des gens qui sont favorables à l'enseignement de l'idéologie du genre chez eux et sous leur propre houlette. Donc, il faut en effet trouver les réseaux de l'instruction en famille qui, sur cette base de vouloir interdire la théorie du genre, soit elle-même cohérente avec cela. Parce que bien évidemment, je ne vais pas commencer à faire des convergences avec des réseaux d'instruction en famille qui, comme Payon, préconisent la même chose à leurs enfants librement chez eux. Alors je suis complètement débordé, comme vous le voyez, de messages. Je ne sais plus ce qu'on a lu et pas lu, car j'en ai des dizaines et des dizaines sur la table. À l'intention Madame Farida Belgoul, il me semble qu'il est juste de rappeler cette maxime. La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. Oui, c'est vrai. Ce que vous disiez tout à l'heure, d'ailleurs en début d'émission. C'est ceux qui font rien, qui font faire. Voilà, c'est tout à fait vrai. J'entends en ce moment des choses. La force de nos adversaires, c'est notre propre faiblesse. C'est notre propre faiblesse. Et j'entends en ce moment des choses qui sont absolument choquantes pour moi, qui proviennent notamment de musulmans, mais pas seulement. Mais disons que c'est 2-3 musulmans hier qui me le disaient, et qui me disaient, bon, c'est la fin des temps, c'est fini, Sodome et Gomorrhe, terminé, de toute façon, on n'y peut plus rien. Et alors là, je me dis que quand même, et c'était des gens sincères, c'est-à-dire qui baissaient les bras devant le poids de l'univers qui leur tombait sur les épaules. Je dis que quoi qu'il en soit, fin des temps ou pas, Sodome ou Gomorrhe ou pas, nous restons père et mère devant notre enfant, et allons-nous comme ça, sans réagir, laisser emporter nos enfants dans des réseaux aujourd'hui qui ont décidé rationnellement de détruire leur identité sur tous les plans et en dernier chef leur identité sexuelle. Et là je dis que de toute façon le cœur parlera lorsque la tête est emportée dans des raisonnements qui finalement n'aboutiront qu'à la passivité. Le cœur de la mère, l'instinct maternel, l'instinct paternel vont effectivement s'exprimer. Et moi, je crois qu'à la fin des temps, oui encore, il est possible qu'un père sauve son fils ou sa fille et qu'une mère se sacrifie pour sauver ses petits. Ça me paraît pas du tout incompatible avec la descente de l'humanité vers une dégénérescence, en effet, dont on peut prendre en compte l'existence, mais jusqu'à notre dernier souffle de vie. Nous défendrons nos petits, parce que quoi qu'il en soit, nous sommes en tant que parents animés dans notre âme de cette nécessité qui est plus forte que nous et qui, à mon avis, vient du ciel. Donc, fin des temps ou pas, l'ordre nous est donné d'en haut, défendons les enfants. Alors, et on peut défendre les enfants sans en avoir soi-même, si je peux me permettre. Je suis absolument suffoqué, indigné de tout ce que je vois, de tout ce que j'entends, et je n'ai pas moi-même le bonheur d'avoir enfanté. Mais il y a des enfantements spirituels. C'est ce que je dis toujours à Marion. Absolument. Mais j'approuve. Qui sont certainement tout aussi puissants que des enfants. Ça fait partie du rôle de l'homme et de la femme, de la femme et de l'homme. En tant que femme, je dis ça en tant que femme. Mais bien sûr. Alors, un auditeur nous dit
qu'il vous transmettra une lettre. Il a trouvé une lettre au recteur à propos du genre de Payon. Oui, bien sûr, cher auditeur, mais rassurez-vous, Madame Farida Belgoul l'a certainement, et si elle par hasard elle ne l'a pas, j'en ai le facsimilé ici même. Par conséquent, merci, je lui communiquerai cette lettre, mais enfin tous ceux qui s'intéressent un peu à cette question ont lu cette lettre effectivement de Monsieur Payon, et il la signe bien cordialement en fin de missive. Celle qui s'adresse au recteur, voilà. Où il recommande notamment la ligne Azur, et là où il dit qu'il va s'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités. C'est signé, c'est signé. Tout à fait. Je voudrais rajouter quelque chose qu'on entend régulièrement et que Madame Belkacem nous ressort à chaque fois. Il lui semble important de lutter contre l'homophobie qui déclenche le suicide chez les jeunes homosexuels. Savez-vous de quoi il s'agit ici? Nous allons, grâce à toutes ces horreurs que nous allons inculquer aux enfants dès l'âge de 5 ans, éviter aux homosexuels de se suicider. Mais c'est pas merveilleux. Vous vous rendez compte? Non, mais comment on nous prend pour des imbéciles? Mais alors ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Non, mais je veux dire, je suis consterné d'apprendre que les homosexuels se suicident plus que les autres, mais absolument suffoqué d'apprendre que c'est de la faute des parents. Quand même vérifier, parce qu'il faut se méfier de tous leurs chiffres, et de toutes les informations de la propagande qui nous sont c'est comme les pratiques homosexuelles de 10 hommes sur 100. Voilà. Alors, cette émission est fantastique. Radio Courtoisie devrait la rediffuser sans arrêt en boucle. C'est puissant. Il faut réinviter ces femmes, mais rassurez-vous, chers auditeurs, je compte bien. Nous suivrons évidemment les développements de JRE, nous suivrons tous ces développements, et ça n'est pas la dernière fois que vous en entendez parler. Je continue les messages, j'essaye d'en lire le maximum, je ne pourrai pas tous les lire. Rappelons-nous la sagesse de nos rois qui faisaient sortir de Paris et des grandes villes tous les cochons, entre guillemets, afin qu'ils ne pervertissent pas la jeunesse, et ils les faisaient sortir tous les soirs. Je ne sais pas s'il y a des textes sur les argousins du pouvoir qui sortaient les cochons. Bon, écoutez, voilà. Est-ce que la mode inélégante de mettre toutes les petites filles en pantalon n'est pas voulue d'en haut pour plus de confusion entre hommes et femmes? Exactement. Alors, il y a quand même une chose que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que dans le cadre des JRE, j'ai lancé l'année de la robe. Pour moi, 2014 doit être l'année de la robe. On l'a parfois mal interprété, mais c'est parce qu'on nous tanne aujourd'hui dans le gouvernement en voulant nous faire lutter contre les pseudo-stéréotypes de genre. Eh bien, moi, j'ai envie de restaurer une féminité fière d'elle, et je pense que le vêtement féminin doit être ressorti des placards de nos grands-mères, et la femme en pantalon, pourquoi pas, mais la femme en robe, quel délice. Donc 2014 avec les JRE, année de la robe. Nous sommes bien d'accord. Et dans quelques très bonnes écoles en France, la jupe est recommandée. C'est pas une obligation, il n'y a pas de punition si les jeunes filles viennent en pantalon. Mais le pantalon était j'allais dire une tenue de travail à une certaine époque. Et par conséquent, il y a des tâches que l'on fait plus facilement en pantalon. Et puis pour nos compagnes, pour les femmes, il y a effectivement une féminisation qui est très importante. Quant à savoir si le pantalon, et on sait très bien que l'uniformisation des tenues est une décision, c'est parfaitement voulu. Absolument. Le jean, le blue jean, c'est quelque chose qui a été voulu par des organismes financiers plus que des organismes. Il faudrait regarder, il doit y avoir Rockefeller derrière. Mais je pense que le financement doit être assez intéressant. D'autre part, rappelons-nous, et je viens de manger ce que je voulais dire, par conséquent je ne le dirai pas à l'instant, mais non, ça ne me revient pas à l'instant. Alors je poursuis parce que alors deux choses. Jean-Pierre Mocky a fait un film sur les réseaux pédosexuels. Ce film a été interdit par Madame Chirac et par Ségolène Royal. Êtes-vous au courant? Alors, je ne sais pas. Ce film-là, je ne le connais pas. Enfin, peut-être pas. Je me suis permis, pour préparer cette émission et pour bien d'autres précédemment, il y a à l'heure actuelle sur YouTube, il y a 3 films qui circulent sur effectivement les réseaux criminels de pédophiles qui font jusqu'à des sacrifices d'enfants. Ce ne sont pas des fantasmes, ce sont des réalités. Il y a des témoignages d'enfants qui décrivent très bien des témoignages de psychiatres, de psychologues qui ont eu à interroger ces enfants. On sait, je le disais tout à l'heure, qu'un certain nombre d'enlèvements d'enfants aujourd'hui, qui ne paraissent que des faits divers, sont en fait très liés à des réseaux de pédophilie. Et le problème, c'est que ces réseaux sont généralement tenus par des personnalités
on ne donnera pas de nom aujourd'hui, évidemment, la justice les connaît pour certains, et que il est toujours très difficile de mettre en cause des personnalités de haut rang. Je poursuis, si vous le voulez bien. Quels sont ces films qui circulent sur Alors, Internet? je n'ai pas les références. Les réseaux de l'horreur. C'est peut-être ça. C'est les réseaux de l'horreur de Stan oui. Mayo, c'est ça? Peut-être, oui, voilà, c'est ça. En tout cas, on peut les voir. Ce sont des films qu'on ne peut que déconseiller aux jeunes enfants, naturellement. Ce sont des films d'adultes. Il faut faire sortir les enfants de mais je pense qu'il faut que les familles soient au courant de ce danger énorme que ces réseaux font. Alors évidemment, ça concerne heureusement quelques enfants et pas une masse d'enfants. Et dans une société qui ne vit que par la masse. Je voudrais dire que dans l'affaire des enlèvements d'enfants à laquelle je me suis intéressé sur le milieu du XVIIIe siècle, en retrouvant les enfants qui avaient été enlevés à cette époque très précise, j'ai mis à jour que l'institution qui était censée les protéger en faisait un gigantesque trafic. C'est-à-dire que les enfants qui étaient entrés dans l'institution au titre de la pauvreté qui justifiait qu'ils y soient disparaissaient par dizaines, par centaines et par milliers au fil des années. C'est-à-dire que l'institution censée protéger les enfants couvrait de toute évidence des réseaux pédocriminels en 1750, sous Louis XV. Alors, chers auditeurs, allez voir sur les sites qui parlent des Illuminati et vous en saurez certainement davantage sur cette question. Importante question. Les parents, d'abord on nous demande de redonner les références exactes du rapport de l'ONU. Claire Sévrac. C'est l'OMS, c'est pas le rapport de l'OM. On le trouve... alors c'est compliqué hein, l'adresse pour le trouver. Sinon vous tapez l'OMS promeut la corruption des mineurs. Et sinon l'adresse en dessous, alors je veux bien la donner mais elle est très longue. Non alors dans ce cas-là, l'OMS, si vous pouvez me laisser ce papier, oui, voilà, on le donnera aux auditeurs qui sont très intéressés parce que le temps passe très vite et il y a effectivement une question. Donc l'OMS promeut la corruption des mineurs. La corruption des mineurs. Et c'est un site qui s'appelle, enfin le dernier que j'ai trouvé, je l'ai imprimé juste avant de venir, c'est un site qui s'appelle Citizen Go. Citizen Go, c'est un site qui pratique qui organise des pétitions. Voilà, c'est ça. Oui, d'ailleurs il y a une pétition à l'endroit d'une personne au Parlement européen. Voilà. Alors, je poursuis encore quelques messages et une question importante. Les parents ont-ils porter plainte contre ces incitations à la débauche? Alors, dans les quartiers populaires, l'habitude n'est pas de porter plainte. Hein. On connaît ce problème des victimes qui ne portent pas plainte. Parce que dans les quartiers populaires, mais aussi j'imagine dans les classes moyennes, lorsqu'on est en conflit, par exemple avec la directrice de l'école, on veut plutôt que les vagues cessent. On n'a pas envie, en portant plainte par-dessus les remous actuels, en rajouter. Mais je crois en effet qu'il est important maintenant, et le mouvement des JRE va s'y atteler, de mobiliser des avocats. J'ai fait un appel sur Facebook aux avocats, j'ai eu des retours d'avocats, et nous allons mettre en place des collectifs d'avocats qui vont en effet défendre les parents au cas par cas ou même collectivement en direction de l'institution pour expliquer qu'à partir de maintenant, des prochaines JRE, une est prévue en mars, dont je ne donne pas la date maintenant parce que justement je veux éviter que l'administration ait le plus de temps possible pour exercer cette pression sur les familles. On en est là. Mais bien sûr, là. Nous sommes en France. Nous sommes en France, pays démocratique et éminemment. Nous faisons en sorte maintenant, avec des avocats, de mettre en place des comités d'avocats qui vont défendre les familles et porter plainte. D'ailleurs, à ce propos, il faudrait quand même que je vous donne notre contact, jre2014.fr, en ce qui concerne le site. Mais si on veut nous écrire pour nous apporter de l'aide, justement, dans le domaine juridique, parce que je souhaiterais aussi faire travailler des avocats sur la question juridique de mettre en place des textes de substitution à ceux de Payon. C'est-à-dire que aux ABCD de l'égalité se substituent des textes juridiques qui viendraient assurer une victoire définitive sur la question, puisque nous pouvons gagner un rapport de force entre guillemets social et politique, mais revoir revenir ces projets funestes plus tard par la fenêtre, alors que nous les avons sortis par la porte. Donc j'ai besoin d'avocats pour travailler sur des textes, de produire des textes juridiques qui viendraient s'instituer dans
l'institution pour protéger sur le long terme les familles. Et puisqu'il est question de l'institution éducation nationale, moi je crois qu'il est temps, avec cette histoire de la théorie du genre, de travailler et de construire aussi un mouvement très fort pour qu'on revienne, comme je l'ai dit au début de l'émission, au ministère de l'instruction publique. Nous devons impérativement mettre à bas le ministère de l'éducation nationale qui fait même maintenant de la rééducation. Donc retournons au ministère de l'instruction publique, redonnons aux parents leur mission éternelle, celle d'élever leurs enfants. L'État se mêle de ce qu'il regarde et nous de même. Bravo. Tout à fait. Il nous reste 3 minutes. On nous recommande de regarder la rencontre de 2 jeunes hommes et femmes, les enfants du magistrat Pierre Roche. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça, c'est une. Alors moi, je voudrais dire que vous rendez-vous compte de la provocation actuelle à Arte, je crois. Regardez les programmes là télévisés, ils vont nous diffuser l'horrible tomboy dont nous avons pour parlé. Pouvoir effectivement nous provoquer et nous tester. Et des tests ont lieu actuellement de la part du pouvoir après la JRE. Est-ce que le peuple de France va laisser passer? Est-ce qu'il a le ventre mou? Est-ce que c'était que émotif? Peuple de France en avant, cœur vaillant, en guerre et en paix. Boycotter les films qui racontent ces horreurs. Une conférence, Claire. Oui, je voulais annoncer une conférence qu'on fait avec Gilles Lartigot, Corinne Gouget et Thierry Casasnovas le 28 février au Palais des Congrès de Montreuil. Et je l'annonce parce qu'en fait, la dernière fois, il y a beaucoup de gens qui sont restés dehors. Donc cette fois, on a pris une grande salle. Et voilà, on vous attend tous. Tout le monde pourra rentrer. Très bien. Moi, je redonne encore le Facebook des JRE. Absolument. Vous avez l'actualité quotidienne des JRE. Facebook JRE 2014. Quotidiennement, nous mettons nos actualités, celles du mouvement et de la mobilisation. Sur le site internet jre2014.fr, vous allez avoir aussi toutes les preuves et tous les documents qui vous permettront de vous engager dans le combat là où vous vous trouvez pour sauver les enfants. Madame Farida Belgoul, Marion Sigaud et Claire Sévrac, je vous remercie pour cette émission. Vous avez vu avec quel dynamisme les auditeurs ont répondu. Je n'ai pas pu lire, je m'en excuse auprès d'eux, tous les messages. J'en ai encore une dizaine au moins sous le bras que nous n'avons pas eu le temps de traiter. Je pense avoir été suffisamment synthétique sur les questions qui ont été posées. Nous suivrons bien sûr dans cette émission tous les développements que vous avez lancés au cours de cette émission. Et Famille de France, réveillez-vous, pères et mères de famille, il faut reprendre le pouvoir que nous avons constitutionnellement d'élever nos enfants. Ne nous laissons pas faire par ces gouvernements de rencontre qui se permettent de vouloir polluer totalement nos familles et nos enfants. Au travail. Vaincre ou mourir. Sursum corda, au cœur.